Et c'est parti pour parler de Subnautica un petit peu. Alors voilà, donc petit reminder pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce qu'on va parler. Subnautica, c'est des jeux vidéo d'exploration sous-marine, comme son nom l'indique. C'est des plutôt bons jeux d'ailleurs. C'est un espèce de jeu de survie et d'exploration dans lequel, en gros, la tension vient du fait que vous n'avez pas oxygène illimité. Donc vous devez faire des espèces d'aller-retour pour essayer de récupérer de l'oxygène. Donc au début c'est entre votre base et l'extérieur, puis progressivement vous avez des bâtiments, enfin des véhicules qui peuvent vous permettre d'avoir un petit peu du coup d'oxygène que vous embarquez avec vous, etc. C'est des très bons jeux. Moi j'ai joué au 1 que j'ai fini à 100% et j'ai joué à Below Zero qui est l'épisode un peu spin-off qui est entre le 1 et le 2 où ça se passe dans la glace, que j'ai trouvé j'ai trouvé quand même moins maîtrisé que Subnautica 1 à plein de niveaux, même s'il était vraiment très très sympa. Cependant, donc, Subnautica 2 était très attendu, parce que tout le monde a kiffé les deux premiers Subnautica, donc c'était évident que ça allait être un succès, vraisemblablement, mais on a commencé à avoir progressivement des petites datas qui ont commencé à remonter à droite, à gauche, autour de problèmes qu'il y avait au sein du studio. J'ai pas digué plus que ça, mais on a une vidéo, du coup, de Iconoclast qui va nous en parler un peu plus en profondeur. C'est parti. Subnautica, c'est un jeu d'aventure et de survie avec des sous-marins dans lequel vous êtes invité à explorer les vastes profondeurs d'un monde ouvert, plein de dangers et de merveilles. C'est déjà le concept de base, plutôt ultra Plein de dangers, en vrai, ça va, c'est plutôt chill. cool, encore mieux avec une dimension narrative, des mécaniques de construction et un univers ultra riche. Pareil, la dimension narrative de Subnautica, c'est pas ma partie préférée non plus. Forcément, la mayonnaise elle a pris. En comptant les ventes du premier jeu sorti sur toutes les plateformes possibles et imaginables, plus l'épisode standalone Below Zero. Non, mais moi non plus, je suis pas la plus grande fan de Iconoclast du monde. Hein. Le mec continue encore à faire la promotion d'Instant Gaming après tout ce que les gens lui ont dit, donc... La franchise Subnautica, c'est pas moins de 18,5 millions d'unités vendues dans le monde à date de février 2026. Encore aujourd'hui, rien que sur Steam, au moment de l'écriture de cette vidéo, on avait plus de 4000 joueurs qui y jouent 8 ans après sa sortie. Question à 1 million d'euros maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand un jeu cartonne autant auprès des critiques que du public ? Une suite. Oui, évidemment. Bien sûr. Cette suite, elle est évoquée pour la première fois en avril 2022 par Unknown Worlds Entertainment, le studio indé qui a développé les deux premiers jeux, et les équipes assurent même que son accès anticipé est prévu pour le début de l'année 2024. Sauf que... Ta vidéo sur VRChat, c'était giga classiste, antiphobe, transphobe, purephobe, etc. Ouais, j'en doute pas du tout. On est en moi, dans son gang, à Ico, je préfère de loin les opinions à étagère en général, mais bon. 2026, et que dans les faits, Subnautica n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Vous l'aurez compris, tout ne s'est pas passé comme prévu. Pendant que les équipes travaillaient encore sur le jeu, Krafton, l'éditeur de Subnautica, et les cofondateurs du studio de développement Unknown Worlds Entertainment n'ont rien trouvé de mieux que de se crêper le chignon. Et je vous le donne en mille, ça a très vite dégénéré en une guerre totale entre les deux, qui a complètement chamboulé les plans de la sortie du jeu, heureusement. Donc, concrètement, il y a du bif entre les gens qui filent de l'oseille et qui proposent de distribuer et de, un éditeur, quoi, donc qui s'occupe de faire la com pour le jeu, qui s'occupe de financer le dièse, qui s'occupe de le mettre en vente sur les plateformes, etc., qui a l'air d'être vraisemblablement en bif contre les développeurs du jeu, donc plutôt le studio qui fabrique le produit. Les développeurs de Subnautica commencent enfin à voir le bout du tunnel de tout ça. Mais avant de faire péter le champagne pour eux, on va quand même rappeler le fond de l'affaire et les choses qui fâchent. Va d'abord falloir identifier les 4 acteurs principaux de ce drama. On a Krafton, l'éditeur de Subnautica donc, et les 3 Krafton, c'est l'éditeur, c'est ceux qui ont l'oseille. Fondateurs du studio Unknown Worlds Entertainment, Charlie Cleveland, Max Maguire et Ted Gill. Et Unknown World Entertainment, c'est les développeurs. Pour les restituer, Cleveland et Maguire ont fondé la société il y a 25 ans. Et Gill les a rejoints dans l'entreprise il y a près de 7 ans en tant que président, avant d'être promu PDG en août 2024. Krafton dans tout ça, l'éditeur de PUBG a acquis Unknown Worlds en octobre 2000. Ah, c'est aussi l'éditeur de PUBG 2021, tout en assurant que donc c'est quand même un gros éditeur. Le studio continuerait à fonctionner en tant qu'entité indépendante. Au début, ça se passait plutôt bien et chacun aspirait conjointement au meilleur pour l'avenir de Subnautica. Le meilleur
Oui, mais pas ensemble finalement, puisque le 2 juillet 2025, Krafton a annoncé le licenciement du trio de tête d'Unknown Worlds, avec effet immédiat, et sans trop en préciser les raisons. Officiellement, Changan Ça commence à craindre, ça commence à puer la... Kim, le PDG de Krafton, va juste se contenter de dire que la nomination du nouveau boss d'Unknown Worlds, Steve Papoutsis, Franchement, genre, faudrait qu'on revienne en profondeur un jour sur cette espèce d'effet qu'il y a en ce moment de giga éditeurs qui rachètent des boîtes de jeux vidéo pour virer les devs. l'ancien PDG de Striking Distance, a été acté pour faire de Subnautica 2 un jeu plus complet et plus satisfaisant qui réponde vraiment aux attentes des joueurs. À ce moment-là, c'est un peu la panique chez les joueurs. Faut les comprendre les pauvres, hein. Ils imaginent déjà que le jeu qu'ils attendent tant va être une nouvelle fois repoussé, voire carrément rebooté, parce que amputé de ses créateurs originaux. Fort heureusement, les employés qui sont restés sur le bateau vont vite se montrer rassurants et promettre que Subnautica 2 sortira bel et bien comme prévu, en accès Il y anticipé. a un pattern de rachat de gens qui se font virer. Ouais, encore, tu vois, à une époque, on aurait pu à la limite mettre ça sur le dos du Covid. C'est-à-dire que concrètement, l'explication qui faisait consensus jusqu'à il y a peut-être 1 an ou 2, c'était quand même l'idée que, en gros, il y avait des gens qui avaient investi sur le jeu vidéo en pensant que les courbes de croissance qui étaient les courbes de croissance dégénérées du Covid allaient perdurer dans le temps et que du coup genre on allait se retrouver avec du coup trop de gens qui avaient investi, donc pas de retour sur investissement, donc la crise, donc des licenciements pour compenser le surinvestissement, etc., etc. Ce qui rejoint d'ailleurs aussi au passage plein d'autres analyses, mais on pourrait parler, enfin comment dire, le Covid a fait finalement qu'accentuer une crise dans le jeu vidéo qui était déjà, dont les prémices étaient déjà présentes bien avant, hein, pour le coup, qui est clairement une crise de la surproduction, une crise monopolistique. Enfin, on pourrait vraiment rentrer dans plein d'autres détails, mais en fait, c'est pas juste l'événement Covid qui a derrière provoqué ce genre de dynamique de marché dans lequel t'as des studios qui se font racheter en pagaille et qui ensuite tout le monde se fait virer. En vérité, c'était des dynamiques qui étaient déjà présentes là avant et qui ont été renforcées par ce qui s'est passé avec concrètement le Covid. Et je pense que ça doit pas s'arranger non plus avec avec le fait que plein d'éditeurs, je pense, sont convaincus de pouvoir remplacer les devs par de l'IA, mais bref. Sur Steam avant la fin de l'année 2025. Une information qui sera même validée par l'ex-dirigeant du studio viré, Charlie Cleveland, et il va expliquer que oui, le jeu est bien Attends, Charlie Cleveland, tout va bien. prêt à sortir en accès anticipé, mais que la décision de le lâcher est désormais entre les mains de Krafton. Ouais, vous le sentez qu'il y a des rancœurs et de l'eau dans le gaz, vous aussi? Et là, plot twist. Une semaine plus tard, le 9 juillet 2025, l'éditeur sud-coréen annonce finalement, et contre la volonté des développeurs, que le jeu sortira non pas fin 2025, mais plutôt en 2026. Un report que Krafton va justifier par une volonté de sortir le jeu dans de bonnes conditions et en bon état. Pour appuyer ses propos, l'éditeur a carrément authentifié un document leaké en ligne, une sorte de carnet de bord de développement censé évaluer l'avancement d'un projet à un instant T, et qui pour le coup n'était pas très reluisant. D'après Krafton, ce document justifiait à lui seul un report, parce que le jeu n'était juste, en tout cas en l'état, pas prêt à sortir en accès anticipé. Sauf qu'en... Et c'est là qu'on voit aussi tout le paradoxe horrible du dev de jeux vidéo, quoi. C'est-à-dire que on pourrait penser à première vue que avoir du temps supplémentaire pour développer, ça peut être qu'une bonne chose. Ça pourrait permettre aux devs de prendre plus leur temps. Ça pourrait permettre aux gens de travailler un peu plus correct. Que dalle. Ça veut juste dire que tu vas passer plus de temps en crunch, concrètement. Parce que là, du coup, ils sont près de la date de la sortie, donc ça veut dire qu'ils ont plus de week-end, plus de journées. Enfin, ils sont en full surmenage. Et du coup, plus tu reportes la date de sortie du jeu, plus ils vont devoir rester dans cet état de surmenage permanent pendant plus longtemps, tu vois. Sauf que ça a des vraies conséquences, en fait, sur la vie des gens. Farfouillant un petit peu comme il sait le faire, le journaliste de Bloomberg bien connu, Jason Schreier, va capter qu'il y a peut-être une énorme anguille sous le rocher. Après des investigations plus poussées, il a suggéré que les informations contenues dans ce document pouvaient être fausses. Et au travers des témoignages recueillis chez Unknown, il y a surtout appris qu'en retardant la sortie du jeu en 2026, Krafton pourrait en fait éviter d'avoir à verser une prime de 250 millions de dollars aux 3 fondateurs du studio. Une prime à la performance prévue après le rachat du studio par Krafton pour 750 millions de dollars en 2021 et dont 10% auraient été reversés à la quarantaine d'employés du studio si Ah, donc c'est encore plus vicieux comme truc. Subnautica 2 sortait dans les... Ah ouais,
ouais, c'est-à-dire que là, il rallonge le temps de dev, donc ce qui encore une fois va provoquer davantage de crunch, dans l'objectif de pas payer une prime qu'ils avaient promis aux 3 gus qu'ils ont virés. Ah ouais. Les temps. Oui, bon, d'accord, ok. Dit comme ça fait un bon mobile, et le licenciement, une belle arme du crime. Évidemment, Krafton a de son côté tout nié en bloc. Non seulement ils ont maintenu que le jeu n'était pas dans un état suffisamment viable pour sortir en 2025, mais ils ont surtout assuré que la décision de changer d'équipe n'avait rien à voir avec des considérations contractuelles ou financières. Pour eux, si les anciens dirigeants du studio ont été virés et que le jeu a été retardé... T'as encore des gens qui se font virer dans le jeu vidéo parce qu'ils sont trop compétents, quoi. Ça commence à bien faire, hein. C'est simplement parce qu'ils avaient abandonné les responsabilités qui leur avaient été confiées. L'éditeur ira même jusqu'à affirmer avoir plusieurs fois demandé à Cleveland et Maguire de reprendre respectivement leurs fonctions de directeur de jeu et de directeur technique, ce qu'ils auraient catégoriquement refusé. Mais pour Krafton, le vrai méchant de l'histoire, c'est surtout Charlie Cleveland à qui il reproche d'avoir préféré se concentrer sur un projet personnel plutôt que de se consacrer pleinement au développement de Subnautica 2. Tout ça, évidemment, ça va pas plaire aux intéressés et dès le lendemain, le 10 juillet 2025, Charlie, Max et Ted, là-bas, ils vont porter plainte ensemble contre Krafton pour rupture de contrat. Slayman dans le dev et après il liquide le studio. Bah ouais, t'as l'impression que leur objectif c'est juste de mettre la main sur des licences, peu importe comment ça se passe, tu vois. Abusive devant la cour de chancellerie. Ce qui est logique, hein, c'est une méthode rentable, c'est un studio capitaliste, enfin c'est un éditeur capitaliste. Du Delaware. Dans la plainte rendue publique depuis, l'ancien PDG d'Unknown Worlds, Ted Guild, et ses cofondateurs Charlie Cleveland et Max Maguire affirment que leur relation avec Krafton, tout comme... C'est ça parce que t'as un gars qui se concentre un peu plus sur un projet perso parmi 3 des dirigeants que tu vires les 3, genre c'est bizarre aussi comme justification, la vérité. Le développement du jeu, par ailleurs, se passait bien jusqu'au début de l'année 2025. C'est après cette date et à cause... En fait, sur le court terme, sur le long terme, ça de la... Ah, sur le long terme, ils sont en train littéralement de détruire tout notre patrimoine, hein, en tant que gamer, etc. et tout. C'est du patrimoine culturel qui vole en éclats, tout le monde. Hein. Et du savoir-faire qu'on verra jamais. Ah, salut Onyx, tu veux te faire time out ? Que tout serait justement parti en vrille. En fait, quand les 3 dirigeants ont présenté à Krafton de nouvelles projections de revenus qui suggéraient que Subnautica 2 serait plus performant que prévu à la base, ils auraient tenté de négocier avec leur éditeur pour que les développeurs, qui avaient rejoint l'équipe plus tard et qui n'étaient pas encore éligibles aux primes, puissent eux aussi y avoir droit. Sauf que visiblement, Krafton n'était pas très chaud pour ça. Hein. Ceci dit, quelques jours après la plainte de Charlie Cleveland et ses copains, l'éditeur va quand même faire en sorte d'apaiser les tensions en étendant le calendrier de versement de la prime de performance jusqu'à la fin de l'année 2026, au lieu de la fin de l'année 2025. Enfin, apaiser les tensions, c'est vite dit, puisqu'à peine quelques semaines plus tard, en réponse aux allégations des 3 dirigeants d'Unknown Worlds, l'éditeur va répliquer le 12 août 2025 en les accusant d'avoir recours à des poursuites judiciaires uniquement pour exiger un paiement de plusieurs millions de dollars qu'ils n'ont pas mérité dans sa qu'on leur avait promis plutôt, si je puis me permettre. Plaidoirie. Krafton va alors arguer que Charlie Cleveland et Max Maguire ont empoché près de 200 millions de dollars chacun lors de la vente du studio Unknown World à Krafton en 2021 et qu'une fois leur pactole en poche, ils auraient rapidement perdu tout intérêt pour le développement de Subnautica 2. Ça, j'ai beaucoup de mal à y croire. Hein. Genre, je suis désolé, mais Subnautica, ça se voit un peu que c'est un jeu fait avec passion quand même. Et aurait préféré se consacrer à des projets passion. Et puisqu'on en parle, le fameux projet passion de Cleveland, c'était apparemment un film Subnautica réalisé à la demande express de Krafton. Mais comme si ça ne suffisait pas. Attendez, donc là, on a l'éditeur qui leur dit « Allez travailler sur ce projet annexe » et qui ensuite les vire parce qu'ils ont trop travaillé sur le projet annexe plutôt que sur le projet de jeu vidéo, c'est ça ? Ils se foutent de notre gueule, genre... Krafton annonce aussi que le PDG du studio, Ted Gill, aurait lui tiré 60 millions de dollars de la vente du studio et qu'au lieu de développer un jeu de qualité, il aurait depuis cherché à renforcer l'exploitation de son contrôle opérationnel afin de maximiser le paiement de la prime liée à l'accord. Et enfin, le coup de grâce, Krafton a à son tour porté plainte contre les 3 anciens dirigeants en les accusant d'avoir téléchargé secrètement de grandes quantités d'informations confidentielles d'Unknown Worlds, ce qui pour l'éditeur relevait d'une faute grave, car ce serait une violation pure et simple de l'accord conclu lors de la vente du studio
en 2021. Seulement voilà, au fur et à mesure que le millefeuille juridique s'est mis en place, une nouvelle plainte a été mise sur la table en novembre 2025 et elle a amené des allégations encore plus graves, non pas à l'encontre des dirigeants d'Unknown Worlds, mais bien contre l'éditeur, Krafton. Ils ont fait un CSC? Le PDG de Krafton, Shangon Kim, aurait carrément utilisé ChatGPT pour réfléchir à des moyens pour éviter d'avoir à verser la prime aux équipes d'Unknown Worlds. Attends, comment on sait ça? Et c'est plutôt marrant d'ailleurs, puisque d'après les documents juridiques de l'affaire, même ChatGPT lui aurait dit qu'il serait difficile d'annuler le complément de versement des primes. Tout ça, Attendez, c'est une vanne. évidemment, le PDG l'a d'abord réfuté, puis, d'après les cofondateurs d'Unknown, il aurait par la suite refusé de présenter ses conversations avec l'intelligence artificielle en prétextant qu'elle n'existait plus. Mais c'est pas tout, puisque sur Slack, Shangon Kim aurait aussi discuté d'un mystérieux projet de mainmise hostile de l'entreprise et in fine, il aurait travaillé à la mise en place d'une force opérationnelle. Ils se sont fait sardoched. Genre, ils ont demandé à une IA, et l'IA lui a dit ta gueule, t'es un ignorant. Genre, t'as pas le droit de faire ça en fait. Secrète, chargée de prendre le contrôle du studio. Radical, hein, mais plutôt efficace comme technique pour régler ces problèmes, vous en conviendrez. D'après le document légal, il voulait, en gros, se débarrasser du contrat signé par Krafton pour l'acquisition d'Unknown Worlds, qui, selon lui, n'était pas à l'avantage de l'éditeur. Le Boog aurait donc monté un plan qu'il a appelé Projet X, ça s'invente pas, et dont le but était soit de conclure un accord avec les fondateurs sur le montant des primes. Krafton initiates Project X seeking for terminate the founder and take over Unknown World to avoid paying the earnout. C'est genre écrit là. C'est genre vraiment écrit juste ici, tu vois. Soit de procéder à une prise de contrôle pure et simple d'Unknown Worlds. Et donc là, normalement... Ah non, je crois que c'est le document d'accusation, autant pour si moi. vous avez bien suivi, vous savez ce que ça a donné. Comme les trois patrons ont refusé de céder aux exigences de Krafton, Ah oui, d'accord, du coup ça repasse sur toute la chronologie de comment ils se contredisent. ils se sont fait virer. Vous trouvez ça abusé? Eh bien, vous vous rappelez du document qu'a fuité au début de l'embrouille? Le document soi-disant authentique que Krafton a utilisé pour justifier le fait que Subnautica 2 n'était pas prêt à sortir dans l'état en 2025. Pour cette nouvelle plainte, on apprend en fait que, comme l'avait suggéré Bloomberg, c'était bidon. La plainte a étayé les affirmations d'Unknown Worlds, comme quoi Subnautica 2 était bel et bien prêt pour son lancement progressif en early access à l'époque, contrairement à ce que disait Krafton. Il est même dit que les tests du jeu présentés par Unknown Worlds... Ouais, mais attends, mais l'éditeur il a porté plainte et ils ont juste sorti les docs, ils sont du coup non. À son éditeur en mai de l'année dernière, montraient qu'il répondait aux attentes des joueurs. Le jeu aurait même pu sortir en août 2025, selon Maria Park, la directrice mondiale du développement corporatif de Krafton. En épluchant la documentation, on apprend ainsi qu'un expert interne de Krafton... Donc alors attendez, là il y a vraiment personne que ça n'arrange à part les éditeurs cette histoire. Genre, donc pour nous les joueurs, ce qui est quand même un peu le moins important quasiment dans l'histoire. Donc nous on a le jeu plus tard que prévu, ce qui fait chier déjà, tu vois. Ensuite, pour les devs, eux, ils doivent travailler en mode crunch encore davantage pour pouvoir finir le jeu. Enfin, parce que du coup, c'est ça le concept des deadlines dans les studios de jeux vidéo. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les gens qui ont créé le jeu et qui ont créé le concept et qui avaient réussi à tenir toutes leurs deadlines et qui avaient signé un contrat par rapport à ça, se sont fait virer parce que l'éditeur a décidé d'essayer de trouver une strat pour ne pas les payer. C'est shady quand même, hein. A corroboré ses propos en déclarant qu'une sortie prévue en 2025 serait optimale et que le licenciement de Ted Gill entraînerait un retard de développement de plusieurs années. Mais bon, ça, Krafton avait l'air de s'en tant qu'il n'avait pas à payer ses primes. Évidemment, du côté de l'éditeur pointé du doigt, même si ça devenait compliqué, on a essayé de se défendre. On l'a dit, le PDG de la boîte a d'abord nié tout ce qui lui était reproché et... dans l'optique d'influencer le procès, il a finalement dévoilé à la barre que les employés licenciés avaient tenu des propos racistes envers la Corée et les Coréens dans des notes datées du 28 juin 2025. Des documents internes au studio dans lesquels Cleveland aurait donné des conseils à Owen Manohei, l'ancien PDG de Nexon, une société sud-coréenne et japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo, sur la manière de poursuivre Krafton en justice. Sympa l'ambiance, hein, vous trouvez pas? Ça pue un peu la boule fumée cette histoire quand même. Personne n'est d'accord. Tout le monde y va de ses arguments. Certains sont peut-être plus persuasifs que d'autres. Et tout le monde se tire dans les pattes. Pour ce qui est surtout une affaire de gros sous. Mais le plus beau dans l'histoire, c'est que malgré ce climat délétère en interne, les pauvres devs de Subnautica 2, qui eux n'avaient rien demandé à personne,
ils ont continué à bosser comme des forcenés. On le sait parce que au beau milieu de tout ce drama, les petits gars de chez Unknown Worlds Entertainment nous ont sorti un vlog de 10 minutes en septembre pour donner des nouvelles de leur jeu. Non mais vous vous rendez compte quand même de l'absurdité de la situation quand même, c'est un peu une dinguerie. Je rappelle quand même au cas où ça vous a échappé, que le jeu vidéo c'est l'industrie culturelle la plus rentable de très 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 loin. C'est-à-dire que le jeu vidéo à lui tout seul pèse plus lourd que le cinéma, les séries et la musique réunis, d'accord. Donc le jeu vidéo c'est extrêmement rentable. Genre c'est vraiment parmi les produits les plus rentables de l'histoire de l'humanité. Enfin je sais pas comment vous le dire autrement là, genre le jeu vidéo ça fait vraiment beaucoup d'oseille. Ça fait vraiment beaucoup d'oseille. Et c'est là où tu vois le paradoxe d'un truc. Genre c'est la production culturelle la plus rentable de l'histoire, tu vois. T'as un jeu qui connaît un succès monstrueux sorti un peu de nulle part parce qu'à la base c'est issu d'un développement relativement indépendant. Et c'est parce que le jeu a eu du succès et que les capitalistes derrière cette envie de tout rentabiliser au maximum, genre au moindre atome près, fait que genre si Subnautica avait moins bien marché, les devs seraient toujours à la tête de leur studio et genre ils pourraient continuer à tranquillement faire les jeux dont ils ont envie et les suites dont ils ont envie. C'est-à-dire que là pour le coup on est vraiment dans un cas typique de genre le studio est en train de s'écrouler sur lui-même parce qu'il a fonctionné. C'est-à-dire que c'est le succès du jeu qui fait qu'il y a des capitalistes avec les dents qui raillent le parquet qui sont venus essayer de gratter au maximum d'oseille, quitte à détruire la vie des devs. Genre vraiment, enfin c'est vraiment ça. Plus que la musique, non quand même pas. Si, je t'assure. Plus que la musique, le cinéma et les séries, tout mélangé, hein. Tout mélangé. C'était d'ailleurs l'occasion pour les joueurs de découvrir les coulisses de la création d'un nouveau Léviathan. Franchement, dans un tel contexte, ce vlog, il a fait plaisir parce que, avec tout ce bordel en coulisses, Subnautica 2 faisait malheureusement plus parler de lui par le prisme de la guéguerre de ses devs contre Krafton que parce qu'il avait réellement dans le ventre. Ce qui est dommage, hein, soit dit en passant, parce que déjà à ce moment-là, Subnautica 2 avait de sérieux arguments pour nous hyper. Même si les tensions ne sont pas vraiment retombées au niveau de la hiérarchie, le développement, lui, s'est poursuivi malgré la tempête. On le sait parce que depuis le gros vlog de septembre 2025, on a quand même eu le droit à une dizaine de teasers, à d'autres vlogs et d'autres trailers pour le jeu. Le jeu n'est pas encore sorti, mais au moins la justice a tranché il y a quelques jours et a donné raison aux anciens dirigeants de Unknown face à Krafton. Résultat, l'éditeur n'a pas eu d'autre choix que de réintégrer l'ancien patron du studio Ted Gill et de proposer le délai fixé pour remplir les conditions d'obtention de la prime de 250 millions de dollars pour ses employés. Évidemment, après ça, on a eu deux salles, deux ambiances, avec d'un côté les équipes d'Unknown Worlds qui n'ont pas caché leur joie que le jeu puisse enfin aller de l'avant, puis de l'autre Krafton qui, même s'il s'est déclaré favorable à la sortie de l'Early Access pour Subnautica 2 en mai, a bien fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec la décision de justice rendue. Avec un éditeur qui compte bien explorer toutes les voies juridiques possibles pour obtenir gain de cause en bout de course, on a donc potentiellement pas fini d'entendre parler de cette très sombre affaire. Et grosse force aux devs de Unknown, parce que c'est une immense folie quand même, genre je trouve que c'est une grosse dinguerie ce qui s'est passé. Et t'imagines en plus derrière, genre à la fin des 2 procès que t'as gagnés, tu dois continuer à travailler avec eux pendant encore au moins un an et demi, le temps que tout soit réglé en termes de remboursement de ceci, de machin, de droits, etc. Voire plus longtemps que ça, hein, d'ailleurs, même en fonction de c'est quoi le contrat qu'ils ont passé avec l'éditeur. Je pense que là, leur objectif, c'est de dire, bon, est-ce qu'on trouverait pas un autre éditeur, peut-être Parce que la vérité, c'est que c'est plutôt rare, en vrai, hein, des situations comme ça où les dirigeants de la boîte, ils finissent par gagner, hein. En ce moment, c'est juste une hécatombe. C'est-à-dire que les studios, ils ont pas de recours, ils n'arrivent pas à remonter ce genre de trucs. Genre, généralement, en ce moment, les studios, ils ferment. Il y a même des studios qui ferment avec des jeux qui ont gagné des prix, hein. Genre, bon, ça, c'était il y a quoi? C'était il y a 3-4 ans maintenant, 2-3 ans, où il y a des jeux qui avaient été récompensés genre au Game Award, et les développeurs qui sont venus chercher leur prix, ils avaient déjà été licenciés. C'est-à-dire que genre, ils sont venus chercher un prix pour un jeu qui était sorti, qui a gagné les Game Awards, genre qui a eu suffisamment de succès pour gagner les Game Awards, et l'équipe de dev avait déjà été virée. Donc en fait, on est juste dans la même continuité que ce truc-là, tu vois, genre c'est pas très étonnant. Enfin,
de continuer de dev Subnautica 2, ils ont pas le choix. Bah ouais, là, il faut qu'ils fassent toutes les mises à jour. Il y aura potentiellement des DLC qui vont sortir. Il y aura potentiellement d'autres trucs de com par rapport à ça. Si ça se trouve, ils ont le projet de film, du coup, qui est encore en cours. Et ils vont pas pouvoir rompre le contrat tant que le truc est pas terminé. Enfin, ça se trouve, il y aura vraiment plein d'autres problèmes qui font que là, bah, ils sont partis pour devoir encore bosser avec Krafton pendant, encore un petit moment, quoi. Pendant encore un petit moment. Mais ouais, enfin... c'est pas une histoire qui est très surprenante. En tout cas, bon, bah, force aux devs de ce jeu-là, hein. Et puis le pire, c'est que là, du coup, tu vois, t'es dans une situation où, ben, tu peux pas non plus boycotter le jeu, quoi, parce que les devs, ils ont quand même besoin que ça se vende. Et en même temps, ça revient à filer de l'oseille aux gens qui ont essayé de leur mettre à l'envers. Et t'es dans cette espèce de situation paradoxale, du coup, genre, où, ben, t'es niqué, quoi. Tu peux pas vraiment, enfin, genre, t'as pas vraiment de bonne solution pour en ressortir, genre, juste le jeu. Il aura la marque du sacrifice toute sa vie. À partir de là, quoi, concrètement. Donc c'est quand même un bel enfer, hein. C'est quand même un bel enfer. Ce qui fait chier, hein, parce que moi j'aimerais bien juste pouvoir lancer ma partie de Subnautica 2 tranquille, sans avoir l'impression que, genre, je sais pas, je trahis des devs, ou ce genre de truc, tu vois. Enfin, ça fait un peu yesh. Ça fait un peu yesh. Mais encore une fois, tout ça, c'est des dynamiques qui sont ni nouvelles, ni très surprenantes, hein, pour le coup. Après, c'est vrai que c'est particulièrement sale, hein. C'est particulièrement crado, là, ce qui s'est passé quand même avec Subnautica 2. Mais en même temps, encore une fois, le jeu vidéo, c'est vraiment cette industrie qui est quasi 100% néolibérale. Genre, c'est vraiment comment dire, c'est une industrie qui s'est structurée sous le néolibéralisme, qui est une des industries les plus néolibérales possibles et imaginables. Et pour le coup, ça se voit en fait que le néolibéralisme, l'objectif, c'est d'utiliser des biais psychologiques aussi dans son management, c'est d'utiliser les limites du droit, les limites de la justice, les limites de ce que l'État te permet et t'autorise de faire pour tenter basiquement de faire des exploits pour pouvoir la mettre à l'envers au maximum de gens. Parce qu'en fait, toi, en tant qu'éditeur, la mettre à l'envers aux développeurs, bah, c'est super rentable. C'est genre vraiment intensément rentable. De type ça fait des milliardaires, hein. Genre on en est là, hein, quand même. Quand je vous dis que l'industrie, c'est une machine monstrueuse, extrêmement rentable. Enfin, genre, le taux d'exploitation dans le jeu vidéo, il est vraiment monstrueux, quoi. Quand tu regardes ce que les gens en retirent comme valeur par rapport à ce que les gens comment dire en récupèrent derrière, c'est vraiment débile. Enfin, c'est quand même un bien immatériel qui peut se dupliquer basiquement à l'infini, avec des systèmes de dark pattern qui font que plein de gens ils tombent dans des trucs addictifs quand ils achètent des skins ou des loot box. Enfin, c'est vraiment un enfer, hein, tout le monde. Je sais pas comment le dire autrement. Genre, et en fait, et c'est ça qui est terrible, c'est que du coup, ça a un impact sur tout le reste de l'industrie. Parce que même quand t'as un jeu qui a un modèle économique bah, normal, genre jeu premium, à savoir t'achètes le jeu, tu possèdes. Tu possèdes pas vraiment le jeu, mais t'achètes le jeu, tu peux y jouer sur Steam. Et puis basta, quoi. Mais même là-dedans, genre, il y a toujours un qui dirige genre un éditeur géant qui va chercher un truc d'optimisation et qui va se rendre compte qu'en fait, s'il veut pouvoir correctement payer les actionnaires, il faut pas payer les devs. Parce qu'en fait, oui, on pourrait être en mode genre, vas-y, c'est Krafton les méchants dans l'histoire. Genre, juste, vas-y, c'est juste des vilains PDG et qui avaient très envie de se faire plein d'oseille. C'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que eux aussi, ils sont face à des contradictions de cons qui sont liées tout simplement au système de production, en fait. Genre, eux-mêmes, les gens de chez Krafton, je pense pas que ça soit particulièrement de bon cœur si dans un premier temps, ils ont voulu ne pas payer la prime de machin. C'est surtout que c'est un système maudit. Dans lequel concrètement genre t'as des actionnaires complètement ouf, des super boîtes avec des giga profits qui sont derrière ta gueule en fait et qui t'imposent aussi ce genre de politique quoi. Enfin parce que je veux dire on peut pas juste partir du principe que c'est les gens de chez Krafton qui sont méchants puisque c'est un truc qu'on voit partout. C'est genre vraiment un phénomène qu'on voit littéralement dans tous les studios avec beaucoup d'éditeurs. Enfin c'est quand même très rare des histoires comme ça qui se passent bien, tu vois. Donc c'est que c'est un truc qui fait système. Ça peut pas juste être les vilains gens de chez Krafton. Il faut comprendre le truc un peu plus en profondeur pour essayer de voir ce qui déconne. Et il faut pas non plus s'arrêter à juste se dire oh là là, ouin ouin, c'est le capitalisme. Genre c'est un peu facile, tu vois. Il faut être un petit peu capable de voir c'est quoi le rapport de force concret qu'il y a entre ces gens-là et leurs éditeurs. Et le problème pour moi fondamental, il est là. C'est qu'il y a quasi aucun contre-pouvoir entre les devs
et les éditeurs. Et ça, c'est lié entre autres au fait que les devs, la plupart, c'est des espèces de geeks timides qui se laissent marcher dessus concrètement, et qu'en face, t'as des capitalistes qui ont, genre, encore une fois, les dents qui rayent le parquet très très fort. Des gens qui vraiment aiment l'argent, mais genre, ils adorent l'oseille, tu vois. Donc évidemment qu'ils vont toujours trouver un moyen de la mettre à l'envers l'un à l'autre, tu vois. C'est logique, ça fait sens. Et le problème aussi, c'est que souvent, bah, ça fait aussi des petits chefs. Bon là, ça n'a pas l'air d'être le cas dans Subnautica 2, mais c'est-à-dire que parfois aussi, t'as un éditeur qui va imposer des trucs à un patron de studio, qui du coup va devoir lui faire des saloperies. Enfin, c'est toute une espèce de chaîne d'exploitation comme ça qui se finit évidemment par bah, s'écraser sur la gueule des gens qui sont le plus proches de la création du machin, donc à savoir les devs. C'est quand même eux, du coup, qui sont à la toute fin de la chaîne de l'exploitation. C'est sur eux qu'on va gratter le plus à la toute fin, parce que c'est eux qui sont tout en bas du bol, quoi. Genre... Donc ouais, c'est pas... Encore une fois, c'est pas une histoire très surprenante, c'est toujours bien de le dénoncer. Et surtout, genre, ce serait quoi les solutions dans ce genre de situation? Bah, c'est hyper compliqué, quoi, parce que, genre, a priori... Il y a quand même des big monopoles de cons un peu partout dans le jeu vidéo qui sont liés à plein de choses, hein, très sincèrement. Et c'est difficile de voir comment est-ce qu'on pourrait refaire gagner aux studios de jeux vidéo du rapport de force contre les éditeurs. Il y a déjà des syndicats, genre dans le jeu vidéo, qui permettent de commencer à faire ça, qui commencent à travailler sur ces sujets-là, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est encore en début de... comment dire... je trouve que bon, même si ça commence à faire un moment qu'il y en a qui existent, ça continue quand même à être un peu, enfin pas assez rentre dedans, tu vois, pour vraiment créer un rapport de force concret avec les éditeurs, parce qu'en fait c'est vraiment une situation qui est infernale, quoi. Genre vu qu'ils ont créé un système de concurrence de maboule entre les différents devs, bah en fait dès que t'essayes de défendre tes intérêts à toi ou à ton équipe, on va tout de suite te menacer en te disant que d'autres gens sont prêts à prendre ta place, qu'il y a d'autres gens qui sont prêts à faire la même chose que toi mais en étant moins payés. Et en fait, il y a ce même truc que... vous voyez la pression qu'on met aux chômeurs en leur disant t'acceptes ce travail-là parce que sinon quelqu'un d'autre va le faire et quelqu'un le fera pour encore moins cher, etc. et tout. Bah en fait, il y a le même genre de dynamique dans le monde du dev, mais comme dans plein de métiers passion, tu vois, pour le coup. Genre en mode, ton métier, c'est un métier passion, c'est un métier que beaucoup de gens veulent faire. Donc en fait, t'as pas le droit de défendre tes intérêts, t'as pas le droit de défendre tes droits parce que sinon on va t'enculer. Mais la vérité, il y aurait quand même des choses à faire. Il y aurait quand même des choses à faire au bout d'un moment. En termes d'organisation, parce que ça peut pas durer éternellement. Et là, ça va commencer aussi à retomber quand même vraiment très très sérieusement sur, encore une fois, la qualité globale du patrimoine du jeu vidéo. Parce que bah moi, j'ai quand même une vision où ben c'est de l'art, tu vois. Il y a un patrimoine culturel qui est très important. Patrimoine culturel qui est aujourd'hui quasiment intégralement détenu par le privé. Et qui décide d'ailleurs de ne pas le respecter les trois quarts du temps, hein, dans le sens où bon bah il y a plein de jeux qui ont disparu ad vitam aeternam parce que le studio en avait marre, ou juste il a sorti un remake, du coup il a enlevé le jeu de base de la vente, ce genre de truc, tu vois. Donc c'est un patrimoine culturel qui est quand même super important. Et pour moi, ce qui se passe en ce moment du coup dans le jeu vidéo, où on voit que plein d'éditeurs font ce genre de dinguerie et que plein de gens se retrouvent à se faire virer, ben c'est que le jeu vidéo justement c'est du savoir-faire. Genre le jeu vidéo, c'est pas comme une industrie lourde, genre automobile, où bon bah tu peux virer les ouvriers, tant que t'as les machines, tu vas réussir à faire des trucs, ce qui est même pas vrai, hein. D'ailleurs au passage, il te faut vraiment des ouvriers spécialisés, mais bref. Dans le jeu vidéo, ça tient vraiment que sur les gens. Et donc, ben, si tu vires tous ces gens-là, on a une perte de savoir-faire. Genre quand t'as été dev, normalement, c'est un truc que tu sais, les seniors dans le jeu vidéo, c'est vraiment sur eux que tient une partie de l'industrie. Genre les gens qui sont dev depuis longtemps, c'est eux qui ont l'expérience, le savoir-faire, le machin. Sans eux, il n'y a pas de triple A qui va sortir, par exemple. Genre c'est vraiment très, très compliqué. Et, de fait, les triple A aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé là, les licenciements massifs, les restructurations vénères, les dièses monopolistiques, l'ère du jeu-service. Est-ce qu'on est encore vraiment capable de les faire, les triple A? Est-ce qu'on va pas commencer à avoir un monde dans lequel les jeux qui vont sortir là, 2026, 27, 28, 29, les triple A surtout, hein, c'est peut-être moins vrai pour les jeux indépendants, mais est-ce que à force de faire ce genre de trucs, ils sont pas en train de casser la machine qui sert à faire ces œuvres-là, tu vois? Genre, moi, je suis intimement convaincu qu'il y a certains jeux qu'on ne serait plus capable de faire aujourd'hui. Genre, je pense que tu prends un studio, même comme genre Ubisoft, ne serait plus du tout capable de faire un jeu genre Assassin's Creed 4.
je pense qu'ils en sont pas capables. Genre, ils ont plus juste le savoir-faire, le talent nécessaire pour pouvoir s'y prendre. Et c'est là où, genre, ben, leurs histoires de cons, c'est ce qui est en train de littéralement, bah, affaiblir, voire détruire tout le patrimoine en intégralité du jeu vidéo, quoi. Parce que, je suis désolé, mais pour faire un triple A, et moi j'aime bien les triple A, moi j'aime bien les jeux qui sont faits par des équipes gigantesques et tout, hein, moi ça me dérange pas. Je suis pas une meuf qui bande uniquement les petits jeux, hein. Genre, le fait est que, bah, je me demande si, ouais, il y a plein de jeux qui seraient juste plus possibles, tu vois. Genre vraiment, enfin, est-ce que Bethesda, par exemple, serait vraiment capable de sortir le prochain Elder Scrolls dans l'état? Parce que ça sort pas le jeu. Genre là maintenant, il y a plus de 2 fois le temps qui s'est écoulé entre Oblivion et Skyrim qu'entre Skyrim et le jeu qui est pas encore sorti. Mais ça se trouve, s'ils le sortent pas, c'est juste qu'ils en sont plus capables. Genre, c'est là où c'est dramatique de voir comment une industrie aussi rentable, donc une industrie qui quand même qui fonctionne, quoi, genre s'auto-phagocyte et se rend elle-même incapable de produire des trucs dont ils étaient capables il y a 7-8 ans, tu vois. Enfin, je me pose vraiment la question, tu vois. On va avoir une méta comme avec les animes où on a une surproduction de jeux mid. Bah moi c'est le sentiment que j'ai, hein, et c'est le sentiment que je commence de plus en plus à avoir. Genre tu regardes les grandes licences du triple A, elles sont toutes de plus en plus décevantes. Enfin, tu prends la licence la plus rentable très bon exemple du genre de paradoxe dans lequel on se retrouve dans le jeu vidéo. Pokémon. Pokémon, littéralement c'est la licence la plus rentable de l'histoire de toutes les licences. Genre c'est pas juste à l'échelle du jeu vidéo, là je te parle de licence tout court. Pokémon, c'est la licence la plus rentable de tous les temps. Tous les jeux sont merdiques. Tous les jeux sont nuls à chier. Depuis genre là 4-5 ans, c'est de la merde. Ça se voit qu'il y a de la passion, ça se voit qu'il y a des gens qui veulent tenter des trucs et qu'il y a de l'espoir, mais c'est de la grosse merde. Les jeux sont moches, alors qu'à l'époque, Pokémon, ils étaient à la pointe de la pointe du dev. Parce que les gens, pour faire tenir 150 bestioles dans un monde dans lequel t'as genre une dizaine de villes sur une cartouche de Game Boy, en termes d'optimisation, c'est vraiment vénère. C'est pour ça qu'il y a autant de glitch dans Pokémon, dans les vieux Pokémon avec les Missigno et tout, c'est parce que c'est très 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 concentré, très condensé. Et aujourd'hui, genre ils ont perdu complètement tout leur savoir-faire technique Pokémon. Et c'est pas juste une histoire de oh là là, on savait faire des bons jeux en 2D, maintenant on sait plus faire de bons jeux en 3D. Ça veut dire qu'il y a un problème dans comment le studio il est structuré et dans comment est-ce que la simple comment dire, le simple fonctionnement en licence a détruit la créativité des devs et a détruit la capacité à produire de bons jeux, quoi. Donc peut-être qu'en fait c'est ce qu'on a eu avec Pokémon, c'est ce qui attend tout le reste de l'industrie, quoi, concrètement, genre en mode bon bah on va sûrement avoir de très beaux jeux dans le sens où ils auront les nouveaux moteurs avec les nouvelles technologies, etc. Mais est-ce qu'ils seront seront bien? Je pense pas, hein. Enfin là typiquement Subnautica 2, j'ai l'impression qu'on a surtout eu de la chance que l'éditeur se soit rendu compte un peu trop tard que le jeu allait sortir dans les temps et que du coup ils ont viré les créatifs trop tard et du coup on a eu un jeu terminé, mais c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. D'habitude ils se rendent compte avant, ils virent les têtes pensantes avant et le jeu n'existe juste jamais, hein. Donc quoi, est-ce qu'on va se retrouver dans une industrie du jeu vidéo de plus en plus creuse? Ce qui est déjà un truc que les gens critiquent depuis des années, tu vois. Moi, je suis un peu d'accord, hein, sur certaines critiques, genre le fonctionnement, les suites de suites de suites de suites, qui est aussi un truc qu'on observe au cinéma d'ailleurs. Je pense qu'on commence tous à en avoir marre, et ça commence à tout doucement sentir la fin de règne, hein. Genre, ça commence tout doucement à sentir la fin de règne du modèle américain, qui, si je trouve, très clairement commence à montrer ses limites et à quel point c'est en train de s'essouffler, hein. Et quand je parle de modèle américain, ben ça s'applique aussi pour le coup à l'industrie du jeu vidéo japonaise, hein. Parce que c'est un peu le même modèle en termes de recyclage et de sortie de trucs, hein. Pour le coup, genre, c'est structuré à peu près pareil. Donc, bah écoutez, moi, ma take, ça reste quand même que ça va être bientôt, enfin, ça commence à être vraiment le moment pour les indés de se distinguer, hein. Parce que bon, dans un monde où tous les AAA sont déjà devenus décevants, et peut-être il faut refaire des propositions vraiment sincères. Je sais pas. Et surtout, peut-être que aussi, il y a un monde dans lequel, des fois, faut refuser de faire une suite. Genre, peut-être qu'il y a un univers dans lequel, genre, c'est un problème en tant que tel, déjà, lorsque t'as un jeu qui fonctionne extrêmement bien, de se dire, bon, bah, on va passer par un plus gros éditeur et on va faire une suite. Parce que concrètement, c'est ça qui nique le dièse. Alors après, une suite, à la limite, moi je capte, mais quand elle est à la 5e ou 6e suite, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Genre, ça commence vraiment à faire beaucoup. Refuser d'acheter les jeux, bah après ça, pour le coup,
J'ai pas envie qu'on tombe dans une espèce de morale individuelle où c'est aux consommateurs de faire des efforts. Parce que très clairement, c'est pas le problème, c'est pas nous. Genre, désolé, mais le problème, c'est pas les joueurs. Genre, t'as des équipes entières de bac+10 en psychologie sociale qui étudient les moyens de rentrer dans notre crâne pour nous faire payer et nous faire raquer un maximum sur des jeux qui sont eux-mêmes des espèces de pièges mentaux construits par des gens machiavéliques. C'est pas notre faute si on se laisse manipuler par ce système qui est très clairement fait pour nous baiser en fait au bout d'un moment. C'est pas à nous de faire quelque chose, faudrait vraiment qu'il y ait un mouvement collectif. Ou à la limite, si on décide de s'organiser pour faire du boycott dans le jeu vidéo, faut le faire sérieusement. Faut pas juste faire un vague appel au boycott en disant « Ah, ce serait bien de boycotter ce jeu-là ». Non, faudrait un truc vraiment organisé, vraiment collectif, avec des vrais objectifs, pas se contenter de dire « Oh là là, si vous jouez à ce jeu, vous êtes des mauvaises personnes ». Tu vois ce que je veux dire? Enfin... Genre... Pour moi, c'est pas à nous, c'est pas nous, consommateurs, qui sommes responsables de cette situation de... Enfin, ce qui est responsable, encore une fois, c'est que c'est une industrie sur laquelle des capitalistes, pour le coup, vraiment, vraiment vénères, ont mis leurs mains, ont mis leurs gros doigts à l'intérieur et ont trouvé toutes les failles possibles et imaginables, exploitables, pour nous la mettre à l'envers, à nous et aux devs. Tu vois, genre, pour le coup... Mais après, évidemment, ça vaut toujours plus le coup de soutenir des studios qui sont moins red flag, etc. Mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, pour moi, genre, j'ai l'impression, tu vois, typiquement que en ce moment, le gros débat dans le jeu vidéo et dans les problématiques qui sont dans le jeu vidéo, tout tourne autour de l'IA et ça m'énerve. Genre, je vois tout le monde faire des vidéos sur l'IA et comment c'est un problème dans le jeu vidéo, alors que genre, désolé, mais là, on a vu une histoire 100% sans IA. Ah, si, il y a un moment donné où Krafton, il a été demandé à ChatGPT comment la mettre à l'envers aux devs. Mais à part ça, tu vois, cette histoire-là, elle montre bien que le problème, désolé, mais encore une fois, c'est pas l'IA. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui tentent de faire un maximum d'économies pour des actionnaires dans un système de merde. IA ou pas IA, en fait, à la fin, on tentera toujours de remplacer les devs par des gens qui coûtent moins cher. Ou par une IA. Mais le problème, il réside avant tout dans ce désir-là de payer le moins possible les gens qui fabriquent le truc pour ensuite le vendre le plus cher possible et faire la meilleure marge possible. Parce qu'il y a de la spéculation, des investisseurs, et là on parle de millions de dollars en fait, là on parle de trucs gigantesques, hein. Le budget d'un jeu c'est vraiment costaud, hein. Et ça fait trembler les gens quoi, genre derrière. Donc au bout d'un moment, genre faut sortir de cette panique nulle sur l'IA et comprendre que le problème que vous avez avec l'IA c'est le même problème qu'on a avec le jeu vidéo depuis 20 ans basiquement. Enfin, le problème qu'on a avec l'IA, c'est le même problème qu'on a avec le crunch, c'est le même problème qu'on a avec les microtransactions. Enfin, tout ça, désolé de vous le dire, mais c'est quand même, enfin, il y a quand même un point commun entre toutes ces problématiques-là, et c'est pas la technologie. Encore une fois, le problème. Mais bref, on va pas relancer un débat entier sur l'IA, j'ai la flemme. Genre, pour moi, c'est juste, ouais, c'est un truc qui va accélérer des tendances qui sont déjà clairement dans le jeu vidéo depuis avant, même avant le Covid, encore une fois. Là, on est sur des dynamiques qui s'étendent sur plus de 10 ans, hein, qui nous mènent à ces situations d'une absurdité totale. Et moi, c'est aussi là, tu vois, où genre... Enfin, je peux pas accepter au bout d'un moment que le capitalisme est un bon système dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Genre, je veux dire, littéralement, le truc... Genre, le jeu vidéo, c'est tellement rentable, genre les gens devraient être payés correctement, les gens devraient genre bien en vivre, les créatifs devraient être respectés, c'est quand même eux qui sont à l'origine du truc, tu vois. Que dalle, hein. Vraiment, vraiment que dalle, hein. Genre, même dans des logiques capitalistes dégénérées type mérite ou quoi que ce soit, tu vois que ça marche pas. Tu vois que les gens qui sont à l'origine des œuvres qui ont eu le plus de succès, ils se font virer de leur propre studio. Au bout d'un moment, comment tu peux défendre ce truc-là? Et quand tu vois qu'il y en a certains qui expliquent ça par le wokisme, ça me tabasse, hein. Ça continue de me tabasser, genre. Enfin... Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est que le jeu vidéo, ça cristallise vraiment tout. Genre, il n'y a pas qu'une question de reprendre le mode les moyens de production. Il y a aussi des questions autour des droits d'auteur, par exemple, hein. Genre, qu'il faut remettre en question le droit d'auteur tel qu'il existe aujourd'hui, hein. C'est plus possible. C'est plus possible. Genre, c'est censé être un machin qui est censé protéger les artistes. À la fin, ça sert juste à les piller. Ça sert juste à leur voler la propriété de leurs propres œuvres. C'est à ça que ça sert le droit d'auteur dans le jeu vidéo, genre. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et je trouve qu'il faut les prendre un peu à la racine. Il faut vraiment les prendre à la racine. Et pour ça, désolé, mais
bah en fait il faut de l'orga collective, mais pas forcément nous les consommateurs, même si ça peut être une partie du problème, tu vois. Genre je pense que c'est important pour nous de rester très conscients des dynamiques de surmenage, des dynamiques de racisme, de sexisme et tout qu'il y a au sein des studios, parce que ça peut leur permettre à eux, une fois qu'ils seront organisés, d'avoir un rapport de force. Ça se fait un peu enfin il faut plusieurs acteurs un peu dans tous les sens, quoi. Mais bref, en tout cas, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dev, restez pas tout seul. Même si vous êtes dans un studio où il y a que 4 personnes, restez pas tout seul en fait. Genre, faut vraiment créer du rapport de force entre les devs et les studios. Il y en a marre, genre, d'être leur chien en fait. Enfin, je suis désolé, mais genre, c'est plus possible au bout d'un moment. C'est les devs, c'est nous, tu vois. Parce que du coup, j'étais dev moi à une époque. Faut revenir à un truc parfois parfois même marxiste babette. C'est nous qu'on fait les jeux. Sans les devs, il y a plus le jeu en fait. C'est pas grâce aux éditeurs qu'il y a des jeux vidéo, hein. C'est grâce aux devs. Donc au bout d'un moment, il faudrait réussir à remettre un peu l'église au milieu du village. Genre comment ça se fait que c'est les gens c'est comme partout d'ailleurs, mais comment ça se fait que c'est les gens les plus essentiels qui se font le plus turbo, pas respectés. Au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose, hein. Parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent, genre ça a pas été parfait, mais genre la grève des scénaristes à Hollywood, ça a eu un impact sur certaines choses, tu vois. Il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Et pour ça, il faut s'organiser un peu massivement. Et je sais qu'en plus, dans le jeu vidéo, les devs, vous êtes des grosses gauchiasses. Donc je sais qu'il y en a plein qui vont regarder ce que je fais. Donc franchement, c'est vous qui fabriquez la valeur. Et rappelez-vous que les éditeurs viennent vous la voler. C'est pas les éditeurs qui vous donnent de l'argent parce qu'ils sont bien sympathiques et que c'est grâce à eux que vous pouvez faire des jeux. Non, non, non. Vous pouvez faire des jeux grâce à vous-même. Et eux, ils peuvent se faire de l'oseille grâce à vous, hein. C'est dans ce sens-là. Donc, et en vrai de vrai, ça c'est vrai à plein d'autres échelles du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut aussi arrêter de se penser comme un secteur indépendant de tout le reste et s'insérer dans l'industrie culturelle en règle générale et aussi un petit peu faire masse avec les gens dans le cinéma, avec les gens dans la musique, avec les gens dans toutes les industries culturelles, parce qu'en vrai de vrai, ils sont confrontés aux mêmes problématiques. Juste que effectivement les lores un peu bourgeoisie culturelle, je sais pas quoi, et les lores développeurs de jeux vidéo, c'est des trucs qui n'ont rien à voir, mais peut-être falloir quand même apprendre à faire commun au bout d'un moment, si vous voulez pouvoir aller de l'avant. Parce que bon, à la limite, tu vois, dans l'excuse qu'ils utilisent dans l'industrie culturelle, type cinéma, musique, théâtre, etc., leur excuse, c'est de dire qu'il n'y a pas d'oseille. Bah vous avez de l'oseille et ils vous font des douilles qui sont limite pires. Peut-être qu'il y a un paradoxe là-dedans, hein. Peut-être ils ont des conseils à vous donner aussi. Enfin, je sais pas, tu vois, genre... syndiquez-vous. Et puis surtout, genre, peut-être il faut aussi... peut-être au bout d'un moment, il faudra légiférer sur certains contrats aussi qui sont quand même hyper abusifs, qui sont liés à des rapports de force inégaux entre les éditeurs et les devs. Mais bon, en tout cas, force aux devs, hein, ça reste des travailleurs. Je sais qu'on a parfois une image un peu bébête ici parce qu'on est en mode oh là là, les devs de jeux vidéo, c'est forcément un peu des bourgeois parce que bah, c'est des informaticiens. Et les gens, c'est vraiment des travailleurs exploités. Hein. Pour le coup, genre, c'est pas parce qu'ils font pas un travail manuel qui vous fait bander, genre cariste, que c'est pas des travailleurs surexploités. Hein. Au bout d'un moment, genre, il faut remettre l'église au milieu du village. Genre, et parce que si on se laisse faire, genre, le truc de Subnautica, c'est un exemple parmi des milliers d'autres du genre de douille qui tentent de faire ce genre de truc, quoi. Donc bref, organisez-vous, syndiquez-vous, et nous, en tant que consommateurs, encore une fois, faut qu'on reste attentif à cette question-là, parce que en vrai, c'est là où ça peut redevenir important, le fait de s'éduquer, le fait de tout ce que tu veux, tu vois. Ben, c'est que si derrière nous, on est derrière les devs quand ils se seront organisés, quand ils auront fait leur truc, c'est aussi ça qui leur permettra d'avoir un vrai rapport de force. Donc au bout d'un moment, faut qu'on apprenne à faire... je veux dire, a priori, dans cette histoire, les devs et les joueurs, on a les mêmes intérêts. On a exactement... on a les mêmes intérêts. On veut des bons jeux qui sortent sans que des gens perdent leur famille, leur vie sociale et leur santé mentale. Parce que ça fera des meilleurs jeux. C'est-à-dire on a vraiment, nous, en tant que consommateurs, et eux, en tant que artisans, ce que tu veux, on a les mêmes intérêts. Les seuls qui vont contre nous, c'est les éditeurs, et c'est les gens qui possèdent ces moyens de production, c'est les gens qui possèdent cette valeur-là, et eux, tous leurs intérêts vont contre nous. Donc eux, leur intérêt, c'est qu'on dépense un maximum d'oseille pour un minimum de contenu,
Eux, leur intérêt, c'est de dépenser le moins d'argent possible dans le développement pour en retirer un maximum de valeur pour eux. Genre, littéralement, si aujourd'hui, les jeux sont de moins en moins bien, que les devs sont de plus en plus dans la merde, c'est pas à cause des devs, et c'est pas à cause de nos choix à nous, parce qu'on consommerait mal. C'est parce qu'il y a des putains d'organismes parasitaires qui sont venus tout prendre. De toute façon, un jour, il faudra que je revienne sur ça. Sur comment est-ce qu'on s'est fait voler l'indépendance. Comment est-ce que, genre, les devs indépendants, enfin, l'indépendance a disparu dans le jeu vidéo. C'est une histoire qui est vraiment intéressante et qui montre en détail comment est-ce qu'on aurait pu avoir un contre-modèle et qu'on s'est fait juste niquer. Qu'on s'est vraiment fait niquer parce que juste l'atomisation capitalistique, plus la mise en concurrence, etc., etc., etc. Faudra revenir sur l'histoire de Steam et tout. Enfin, ça pourrait être vraiment intéressant, je pense. J'ai bossé dans le jeu vidéo, j'ai pas eu beaucoup de gauchistes malheureusement. Bah moi, j'ai surtout vu beaucoup de gauchistes chez les devs. Par contre, c'est vrai que les managers, pas mal de droitards. Bon, après, ça dépend des studios. C'est vrai que c'est beaucoup studio par studio. En fait, il y a vraiment des studios de gauchistes et des studios de droitards pour le coup. Genre. C'est assez transparent, hein, la vérité. Donc ouais, au bout d'un moment, on s'est fait piller. On s'est fait piller le produit de notre travail. On se fait piller notre culture. Des gens s'approprient une culture qui devrait appartenir à tout le monde. Le patrimoine vidéoludique, c'est quand même un truc énorme qui devrait putain d'appartenir à tout le monde. Plutôt que d'appartenir même pas aux gens qui l'ont fait. C'est-à-dire que là, on n'est même pas dans un système où l'œuvre appartient aux gens qui la fabriquent. Donc, au bout d'un moment, c'est juste de la merde. C'est juste purement parasitaire. Et c'est pas parasitaire, ça s'est pas mis en place par hasard, ça s'est aussi mis en place parce que des aides de l'État, parce que ça a été structuré par les fameux technopoles, ce genre de trucs, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, genre, les liens entre l'État français et Ubisoft, on pourrait en parler aussi, hein, il se passait des trucs, hein. Mais bref, écoutez, Subnautica, ils se sont vendus à leurs éditeurs pour accéder au marché. Mais en fait, c'est là où on s'est fait piller aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, vu qu'on est dans une crise de la surproduction, y compris dans le monde du jeu vidéo, en particulier même, je dirais dans le monde du jeu vidéo, il y a trop de jeux qui sortent sur une plateforme monopolistique, à savoir Steam. Même s'il y a quelques concurrents à Steam, genre le Game Pass et ce genre de trucs, tu vois. Bon, bah Steam, c'est quand même genre central de baiser. Et le problème, c'est que les éditeurs ont instrumentalisé ce rythme de sortie qui est trop grand, avec en plus derrière leur objectif de rétention d'attention qui est toujours plus grand, pour faire en sorte que aujourd'hui, si tu sors ton jeu sans éditeur, t'as très peu de chances qu'il soit rentable. Genre, le système a été structuré de façon à ce qu'un éditeur soit quasi complètement indispensable. C'est là où on s'est fait voler. Parce qu'à l'époque où les jeux vidéo indépendants sont sortis, ils auraient pu avoir un vrai rapport de force avec le reste de l'industrie, mais non. Au lieu de ça, il y a eu des éditeurs indépendants qui ont commencé à émerger. Puis ensuite, il y a les vrais gros éditeurs qui ont commencé à faire des labels indépendants, et ainsi de suite. Et on s'est fait niquer, et on s'est fait littéralement voler ce truc-là, à cause de la mise en concurrence, à cause de plein de phénomènes, et aussi à cause du monopole de Steam. Et enfin, c'est encore une fois, c'est très multifactoriel, mais c'est aussi difficile d'en vouloir à des gens de vendre leur jeu à des éditeurs, sachant que tu peux quasiment pas vendre ton jeu si t'as pas d'éditeur. Genre, ils se sont rendus indispensables dans le truc. Et c'est une façon d'être indispensable qui est même un peu bâtarde, hein, parfois. Genre, par exemple, une des raisons pour lesquelles un éditeur est indispensable, le planning des sorties. Bah, en fait, les éditeurs, ils sont en communication les uns avec les autres, et ils connaissent le planning des sorties des jeux les uns des autres. Toi, quand tu t'es auto-édité, tu le sais pas, ça. Tu sais pas quand est-ce que tel jeu va sortir. Et donc, à tout moment, tu sors ton jeu en même temps que Elden Ring. Genre, le même mois. Et t'es niqué. Genre, ad vitam aeternam. Genre, ton jeu n'aura jamais de succès. Et parce que eux, ils ont leur entre-soi, entre eux. Ils savent très bien les plannings des uns et des autres. Et du coup, ils savent quand est-ce qu'ils peuvent sortir leur jeu. Ils ont des petits accords et tout. Qui gatekeep, en fait, la possibilité de s'auto-éditer à travers aussi ce genre de dynamique. Enfin, faut comprendre que c'est très matériel, c'est très sérieux, tu vois, la façon dont ils ont pris le pouvoir, hein, concrètement, genre... C'est la même chose pour tout le capitalisme. Tu payes l'accès au marché propriétaire. Loyer, pub. Oui, c'est ça, exactement. Alors qu'à une époque, ça aurait pu être différent. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une autre histoire du jeu vidéo qui aurait été possible. Genre, il y aurait pu avoir une autre histoire du jeu vidéo qui aurait été possible, mais d'être resté désorganisé, d'être resté que les devs se soient jamais structurés mieux que ça, ils ont vraiment laissé le champ libre aux capitalistes pour leur mettre à l'envers, quoi. Genre, il aurait fallu se réveiller beaucoup plus tôt, tu vois, aussi. Enfin,
Après, c'est pas pour autant que c'est une fatalité, que tout est fini, et que le jeu vidéo sera pour toujours et à jamais de la merde où les gens se font exploiter, tu vois. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres modes de fonctionnement qui sont possibles, mais là, en l'état, il va falloir quand même casser, il va quand même falloir casser des grosses structures, quoi. Parce que je vous jure, on est lock. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Il faut vraiment avoir un plan un peu carré, quoi. Avant, tu payais le pont et le moulin au seigneur. Oui, c'est des systèmes de... C'est toujours ce truc de... Enfin, encore une fois, moi, je suis un anarchiste dans le sens où ma pensée dépasse le strict anticapitalisme. Genre, c'est l'exploitation le cœur du problème. Que l'exploitation elle soit capitalistique ou féodale, le problème, c'est l'exploitation quand même à la fin. Genre, ça et la propriété, concrètement. Enfin, pas la propriété personnelle, mais t'as capté ce que je voulais dire. Bref. Ça pour dire, bah force aux devs. Hein. Force aux devs, parce que encore une fois, moi, j'ai pas envie de leur mettre leur responsabilité sur leur dos. C'est eux qui ont vendu leur machin. Non, c'est plus compliqué que ça. Genre, ils sont pris dans des contradictions qui nous dépassent. Hein, c'est vraiment compliqué. Et force à eux, quoi, parce qu'ils se retrouvent dans des situations comme ça avec des éditeurs qui sont des littéral vampires. Qui vont tout faire pour les niquer. Donc force aux travailleurs, hein, comme à chaque fois qu'on parle de jeux vidéo ou du reste. Force aux travailleurs, force à eux. Hein, Puis pareil, je vous renvoie aussi, parce que là, du coup, on a parlé purement d'histoire de grosses thunes. On a parlé purement de comment est-ce qu'un éditeur peut essayer de la mettre à l'envers à des devs. Mais bon, les devs entre eux, hein. Parfois, c'est aussi des belles dingueries. Hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur Ubisoft, où on revient sur les problèmes en interne qu'il y a chez Ubisoft. Des gros problèmes aussi, hein, au niveau du sexisme et tout. Enfin bref, il y a tellement... C'est tellement un gros tas de merde, l'industrie du jeu vidéo. Genre, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est déprimant, tu vois. Genre parfois, je suis plus sceptique sur l'industrie du jeu vidéo que sur le climat. Pour te dire à quel point je trouve que c'est la merde, genre. Mais force à vous, hein. Énorme force à vous. Mais je pense qu'on peut s'en sortir. Mais pour ça, faut s'organiser, quoi. Et ça, c'est vrai aussi dans les petits studios. C'est pas que s'organiser dans les grands studios, genre. Bref, je me répète. Je vais couper la capsule là maintenant. Gros bisous YouTube et bonne game.